Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Donc on est aujourd'hui le 2 octobre, ça y est, on rentre réellement dans ce que je vais appeler le tunnel de l'automne. Mais il fait encore 30 degrés, allez chercher l'erreur, mais bon. J'espère que vous allez bien, salut à toutes et à tous, donc salut René, salut Manon, salut Mister Chavenet, salut Laurent, salut RMDS, salut tout le monde. Bah écoutez, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, ça va être un live un petit peu particulier. Salut The Stick. Ça va être un live un petit peu particulier parce que je vais faire un petit peu, donc comme d'habitude, parler un petit peu de news très rapidement. Mais j'ai prévu d'inviter Thierry, alias Titi Moby, qui en général prend la suite du live juste derrière. Donc il est en train de patienter tranquillement en coulisses et je vais le faire monter juste après. On va parler de quelques sujets tous les deux. Donc là, peut-être qu'on va avoir des problèmes techniques, je n'espère pas. J'utilise pour la toute première fois l'outil Guest Star de Twitch. Donc c'est un outil intégré qui permet de pouvoir avoir des lives à plusieurs. Donc j'inaugure, j'ai tout préparé en avance. On vient de faire un test à l'instant avec Thierry, ça a l'air de fonctionner. Donc on espère que le dieu de Guest Star sera avec nous et que ça ne va pas bugger et que ça va bien marcher. Ouais, comme dit Thierry, Carmouze et Bonaldi sont attendus à l'accueil, ne quittez pas. Donc sans plus attendre, on va commencer par les petites news très rapidement. Et avant de commencer par les news tech, je voudrais juste vous parler d'un petit sujet que je vais afficher à l'écran de ce pas. Alors attendez, déjà je vais mettre ça. Hop, je vais préparer, parce que ça, j'ai pas prévu le lien. Encore un live préparé un peu à l'arrache d'un clic, comme on dit. Alors, ne quittez pas. Donc hier, j'avais posté, on va parler une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu cinéma. Et donc hier, je suis allé voir ce film, donc The Creator, qui est un film de science-fiction fait par Gareth Edwards, réalisé par Gareth Edwards. Donc, qui est Gareth Edwards? C'est le réalisateur du film de Godzilla, qui est sorti en 2014. C'était son premier long métrage. Non, c'était son second long métrage. Ou premier, je ne sais plus. Non,
C'était son second long métrage. C'est le réalisateur aussi de Monsters qui était sorti en 2010. Et plus récemment, un film que vous avez certainement vu et probablement apprécié, c'est le réalisateur du film Rogue One, donc, qui fait partie de l'univers Star Wars. Donc un film pour lequel je n'attendais absolument rien et pour lequel j'avais été vraiment extrêmement agréablement surpris, tant par la qualité de la narration, de la réalisation, de la mise en scène, des effets spéciaux. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Et il y a quelques semaines, on est allé au cinéma avec ma compagne. Et donc en attendant que le film démarre, il y a les bandes annonces inévitables. Et je vois les quelques premières secondes de la bande-annonce de ce créateur. Et là, instantanément, je me dis, waouh, ça ressemble vachement en termes d'image, de mise en scène. Vraiment, les premières secondes, je me suis dit, ça ressemble vachement à Rogue One. Je suis sûr que c'est la suite de Rogue One, etc. Et en fait, au fur et à mesure de la bande-annonce, je me suis rendu compte que c'était pas la suite de Rogue One, mais que c'était exactement le même réalisateur, donc Gareth Edwards, et donc qui allait sortir donc un film avec une histoire originale. Donc très rapidement, sans vous spoiler les choses, c'est un film qui se passe dans les années 2060. Il y a eu une guerre, soit une guerre nucléaire entre les robots qui sont pilotés par des IA, donc des robots qui sont vraiment d'apparence humanoïde, et les États-Unis, cette fois-ci, jouent réellement le rôle d'antagonistes, parce que ce sont eux entre guillemets, les grands méchants, et donc qui veulent éradiquer les IA qui ont toutes, puisqu'ils ont été, suite à cette guerre nucléaire, ces IA ont été persécutés, et donc se sont réfugiés dans ce qu'on appelle la Nouvelle-Asie, donc qui est finalement une sorte d'alliance de tous les pays d'Asie, Cambodge, Vietnam, etc. Et donc c'est un film, je ne vous spoil pas trop vraiment l'histoire, mais c'est un film, on va dire un blockbuster, mais avec un budget qui est relativement limité puisqu'il n'a coûté entre guillemets que 80 millions de dollars, ce qui est quand même très peu par rapport à la plupart des blockbusters habituels. Je rappelle que Rogue One, je crois que c'était 180 millions de dollars et que le Star Wars 8 ou 9, c'était près de 500 millions de dollars de budget. La différence, c'est que là, on retrouve vraiment la patte de Gareth Edwards, parce que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à travailler en décor naturel, et tout le film a été tourné en décor naturel et pas du tout en studio, et franchement, ça se voit, avec très peu d'effets d'effets spéciaux, on va dire, en studio. Les effets spéciaux ont été faits par ILM a posteriori, notamment pour transformer les acteurs en Android notamment, et franchement c'est relativement le travail qui a été fait est relativement bluffant, et la qualité de la narration de ce film, la mise en scène, on s'ennuie pas. C'est vraiment un film qui, je trouve, n'a pas de longueur, sur lequel on s'ennuie pas. L'histoire n'est pas une histoire révolutionnaire, loin s'en faut. J'ai vu quelques critiques ici et là sur le net que j'ai pas trouvé super constructive, mais le film est vraiment plutôt bien reçu, et donc je vous conseille d'aller le voir parce que vous allez passer je pense, un bon moment. Donc ça dure 2h10, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, c'est vraiment un très très bon film, et on voit que le fait de tourner en décor naturel avec une équipe réduite, avec finalement très, très, très peu de décors à monter, très peu de matériel à déplacer, c'est The Creator maintenant. Et donc très peu de matériel à déplacer, finalement ça change toute la donne, parce que ça fait énormément baisser la facture, et je trouve qu'en termes de rendu visuel, de réalisation, ça apporte énormément, vraiment. Donc allez le voir. Moi j'ai passé, avec ma compagne, on a passé un excellent moment. En plus on est allé le voir hier, séance de 11h en salle Dolby, donc séance de 11h, il n'y a personne. En salle Dolby c'est cool parce que les sièges sont hyper confortables. Franchement ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'était juste le petit instant ciné dont je voulais vous parler, parce que pour moi c'est vraiment un petit coup de cœur. C'est à 11h du matin évidemment. C'était la séance de 11h du matin. Le dimanche 11h du matin, c'est les meilleures séances. Voilà. Et donc, Chavnet, tu dis en fait les effets spéciaux sont utilisés dans tous les films, même les comédies. Oui, oui, tout à fait. Mais là, vraiment, il y a par rapport à ce que je veux dire en termes d'effets spéciaux, par rapport au blockbuster habituel, même par rapport à Rogue One ou les Star Wars ou les Avengers, etc., où tout est filmé devant des écrans verts ou des écrans bleus, là, en fait, rien n'a été filmé en studio, quasiment. Vraiment quasiment rien, tout a été filmé à l'extérieur en décor naturel, et ce sont les effets spéciaux qui se sont adaptés à la captation plutôt que l'inverse.
Voilà. Et honnêtement, ça change tout. En termes de patte artistique, de façon de raconter l'histoire, c'est vraiment super. Voilà. Voilà. Franchement, allez voir. Je ne sais pas comment plus vous convaincre que ça. Moi, je vous dis, vous allez passer un bon moment, même si l'histoire est relativement assez convenue et assez manichéenne, mais bon. Alors moi, si tu me demandes maintenant si j'ai préféré Andor aux autres Star Wars, j'ai pas du tout, je regarde pas du tout les séries. Alors que ce soit les séries, que ce soit Andor ou toutes les autres séries dérivées de Star Wars, je regarde pas de séries, donc j'ai pas du tout regardé. Donc je peux pas te dire. Voilà. Mais bon, effectivement, c'est voilà, c'est allez le voir. Je vais pas vous en dire plus. Vous ferez votre opinion vous-même. Bon, sinon, puisqu'il y a aussi l'ami Thierry qui attend en coulisses, je vais un petit peu avancer rapidement donc, sur les news. Comme d'habitude, la petite news par laquelle on commence, donc la sortie du noyau Linux 6.6 RC4. Donc la semaine dernière, Linus parlait d'une sortie qui était relativement calme, avec plutôt des choses qui touchaient le VFS. Là, cette semaine, apparemment, il parle vraiment d'une release candidate plutôt petite. C'est une release candidate plutôt petite. Il s'attendait à avoir un petit peu plus de patch cette semaine. Et donc, il n'y a pas de grosses choses qui sont arrivées cette semaine dans le noyau. Alors, je ne sais pas, j'ai l'impression que cette version 6.6, dont la fenêtre d'intégration a commencé fin août ou début septembre, c'est une version un peu particulière. J'ai l'impression que tout se fait plutôt dans le calme et pas dans la précipitation habituelle. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. Quelques petites corrections donc, qui continuent sur les changements qui étaient apportés sur le VFS, donc le Virtual File System la semaine dernière. Des petits changes qui sont faits, là vous le voyez à l'écran, sur la partie, tout ce qui touche au GPU, mais c'est vraiment des petites choses. Bref, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Donc Linus s'attend très probablement à avoir une RC5 un peu plus grosse que d'habitude, vu que la RC4 de cette semaine est plutôt légère. Mais voilà, donc on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Et puis, hop, c'est par là que ça se passe. Et donc, si vraiment ce qu'il prévoit, si c'est une plus grosse release candidate ou s'il y a des choses que les gens cachent jusqu'au dernier moment pour rentrer dans la fenêtre d'intégration. Toujours concernant le noyau Linux, mais c'est un petit peu différent, c'est une discussion que j'ai déjà eue. Vous savez que j'enseigne en école d'ingénieur, j'enseigne notamment sur tout ce qui est spécialité informatique embarquée, je parle de Linux, du noyau Linux, de comment on compile le noyau, etc. Et on m'a souvent demandé assez régulièrement de savoir comment est-ce qu'on compile le noyau, comment est-ce qu'on écrit des pilotes et tout ça. Donc, hey, salut Sylvain, ça fait plaisir de te voir. En fait, je suis tombé là sur ce petit article en faisant ma veille, petit article que je vous partage de ce pas, donc qui est un guide pour compiler vous-même votre noyau Linux, donc qui est un guide vraiment pas à pas, qui va vous permettre d'expérimenter la compilation de votre propre noyau, comment activer et désactiver des fonctionnalités du noyau, pouvoir l'installer éventuellement dans une VM et pouvoir booter avec, ou sur votre machine et pouvoir booter dessus. Donc c'est un petit guide assez simple, pas à pas, et je me dis qu'en fait j'aurais dû écrire ce type de billet déjà depuis longtemps, donc je me mets ça de côté. Un de ces quatre, il faudra que j'écrive un billet en français sur la méthodologie de comment on récupère les sources du noyau, comment comment le configure, comment on le compile, comment on l'installe, comment on le teste, et toutes ces petites choses-là. Parce que beaucoup de personnes ont un petit peu en tête cette image de quelque chose qui est très très difficile à faire. Au final, c'est pas du tout le cas, hein. Ce sont des étapes qui sont relativement simples. Par contre, il y a une chose de sûre, c'est que si vous vous lancez dans la compilation de votre propre noyau, notamment pour votre machine avec un max de pilotes, prévoyez soit une machine avec beaucoup de cœur et pas mal de RAM, ou beaucoup de temps, puisque c'est ça qu'il va falloir compiler le noyau. Je rappelle que le noyau Linux, c'est entre 25 et 30 millions de lignes de code, peu ou prou. Si vous compilez un noyau complet, donc plus vous avez de cœur, plus vous pouvez paralyser votre compilation, et donc plus ça va aller vite. Voilà. Moi, quand je fais certains tests de compilation, je compile sur un nœud d'un de mes clusters de virtualisation, et c'est un conteneur LXC, et un conteneur LXC sur lequel je lui attribue globalement l'équivalent de 80 cœurs de CPU. Et comme ça me permet d'avoir un noyau
en quelques minutes. Sinon, par contre, sur ma machine, là, sur mon laptop, donc qui a 4 cœurs 8 threads, et en fait, il me faut à peu près un peu plus d'une heure pour avoir un noyau utilisable. Donc voilà, c'est une tâche qui est quand même un peu consommatrice de temps et un peu consommatrice de ressources. Donc ce billet, je vous le partagerai, je vous le mettrai dans le replay, évidemment, comme d'habitude. Donc il parle des prérequis qui sont nécessaires, quelques informations sur le noyau, comment préparer votre système, récupérer le noyau, vérifier l'authenticité du tarball, l'extraire, configurer votre noyau, le compiler, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que si vous êtes un petit peu curieux ou curieuse, ça vous permettra effectivement de pouvoir vous lancer dedans et d'expérimenter. Donc, Doy, tu me dis, est-il possible de faire des compilations partielles? Oui, tu peux faire des compilations partielles. En fait, si tu modifies juste une partie ou que tu gardes une partie de tes objets, oui, ça va recompiler que ce qui est à recompiler. Et pareil, pour compiler ton noyau, tu peux désactiver un certain nombre de fonctionnalités, de features, de pilotes pour accélérer la compilation. Et donc, si tu veux, par exemple, si tu vas compiler un noyau pour uniquement faire de la VM, de la machine virtuelle, ou pour de l'embarquer, en général, tu vas tailler dans la fonctionnalité, tu vas retirer un maximum de modules et de pilotes, et donc ça va nécessairement diminuer ton temps de compilation. Voilà. Lateralus, tu dis, personne pour faire une vanne sur les utilisateurs de Gentoo, vous me décevez. Ah, moi j'ai été utilisateur de Gentoo pendant des années. J'étais assez actif avec cette distribution pendant des années. Et Gentoo, c'est une distribution qui est plutôt formatrice. En tout cas, ce type de distribution, donc from source, puisque on est entre une distribution classique, traditionnelle, compilée de base, et un Linux from scratch. Donc si vous connaissez ce fameux livre Linux from scratch, qui est en fait le guide pas à pas pour pouvoir bootstrapper, compiler et créer votre propre distribution de zéro. Donc effectivement, c'est l'avantage de Gentoo, c'est que ça élimine, on va dire, les premières parties, ce qu'on appelle le stage 1. Ça élimine les premières parties de Linux from scratch, mais en tout cas, ça permet de pouvoir se familiariser avec comment on crée une distribution à partir de zéro, comment on compile son système, comment on le bootstrap en stage 1, stage 2, stage 3, etc. Donc voilà, c'est hyper formateur, parce que moi, ça m'a permis vraiment de descendre encore plus profondément sur les méandres d'un système d'exploitation, et donc au-delà du noyau et des outils, c'est-à-dire comment on bootstrap tout de zéro, depuis une autre distribution Linux ou depuis éventuellement un autre OS, parce qu'on peut le faire aussi en cross-compilation. Et donc, c'est vraiment très très formateur, parce que là, vraiment, on touche à des choses qui sont réellement dans le moteur, et vraiment sur des petits points de détail qui ont l'air d'être des points de détail, mais qui sont super importants. Donc, voilà. Pour faire suite à cet article sur la compilation de Linux, et je termine là-dessus, j'ai trouvé aussi cet article qui me semblait pas mal. C'est si vous voulez vous familiariser avec le développement en mode noyau, donc que ce soit de pilote ou d'autres choses. J'ai trouvé cet article dans Linux Journal qui permet de vous proposer quelles sont les connaissances élémentaires que vous devez avoir pour être un développeur kernel. Donc c'est pareil, c'est un petit article que je vous partagerai en replay, et donc qui va vous donner un petit peu les petites choses que vous devez savoir avant tout, avant de vous lancer bille en tête dans tiens, je vais hacker le kernel Linux, et ce serait vrai d'ailleurs pour un kernel BSD. Je vais hacker le kernel Linux, mais je connais rien du tout à la programmation bas niveau. Donc ça, en fait, ce petit article recense en fait quelques connaissances élémentaires et quelques points à connaître qui vous permettent de vous documenter avant de vous lancer là-dedans, parce que sinon vous pouvez vous lancer là-dedans en vous disant c'est super facile, puis vous allez abandonner au bout de 10 minutes parce que vous n'allez rien y comprendre. Donc je trouve que c'est des petits articles qui sont pas mal, et pareil, je me note ça pour le futur, de me dire faudra que j'écrive vraiment un petit article sur le sujet. Donc, Mister Chavnet, tu me dis tu as tweeté tous les liens. Non, je les ai pas tweetés ceux-là, parce qu'ils sont tout frais, là, ils font partie de ma veille d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je les tweeterai et je les mettrai aussi dans les liens du replay que je mettrai sur YouTube cet après-midi. Voilà. Alors, monsieur Écuyer, tu dis, quand j'avais essayé de faire un build de Lineage, j'avais beaucoup d'articles, sûrement qui ressemblent à celui-ci, mais souvent les builds sont super classiques, qui sont décrites.
genre AMD64 sans custo. Oui, bien sûr. Alors, souvent, tu commences par une build non customisée en AMD64, mais globalement, là, tu as la démarche pour pouvoir le faire sur d'autres architectures. Évidemment, lorsque tu travailles en natif sur une architecture. Par contre, si tu veux builder un noyau ARM64 depuis une AMD64, donc faire de la cross-compilation, bien évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ça sort complètement du cadre de ce genre d'articles qui sont plus à destination des personnes débutantes, je dirais. Parce que là, ce serait plutôt pour un usage avancé, on va dire. Voilà. Voilà, j'en ai fini sur la partie noyau Linux. Et je voulais juste vous parler d'un petit outil dont j'avais peut-être probablement déjà parlé, je crois, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je crois que j'en avais déjà parlé il y a un petit moment de ça. C'est GQ. GQ qui est un outil en ligne de commande qui vous permet de manipuler du JSON. C'est un outil qui est vraiment extrêmement pratique et je vais vous montrer ça tout de suite à l'écran. Hop, alors attendez, toc, je vous mets l'écran de gauche. Donc GQ, donc c'est Command Line JSON Preprocessor. Donc cet outil va vous permettre d'ingérer par l'entrée standard de GQ un fichier JSON, quel qu'il soit, et de pouvoir appliquer des filtres ou différentes fonctions sur votre arborescence JSON et de produire sur la sortie standard directement le résultat des opérations que vous lui avez demandé. Donc c'est très pratique, notamment quand vous manipulez des fichiers JSON qui contiennent, qui sont entre guillemets une sorte de base de données, par exemple une base de données de films sous format JSON ou une base d'utilisateurs, ce genre de choses. Parfois, on a besoin d'aller extraire un certain nombre de données pour pouvoir produire des nouvelles données, des nouveaux fichiers JSON et tout ça. Et donc, l'avantage de GQ, c'est que vous pouvez le faire de façon très simple. Alors, sur votre système d'exploitation, type Linux habituel, vous avez juste à faire apt install GQ ou équivalent sur umainstall GQ, par exemple, sur les machines de type Red Hat qui utilisent un système de type Red Hat ou RPM. Et ensuite, donc, vous avez GQ que vous lancez directement en ligne de commande. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle fruits.json. Donc c'est un fichier fruits.json qui contient un objet et qui contient un tableau qui s'appelle fruits sur lequel j'ai 4 entrées, donc des pommes, des bananes, des ananas, etc. Et donc la première chose que vous pouvez faire avec GQ, on peut faire ça, pipe GQ, et donc lui appliquer, on va dire, le premier opérateur point. L'opérateur point qui va être juste l'opérateur d'identité. Il va prendre tout ce qu'il a en entrée et produire en sortie exactement la même chose, mais juste en le mettant en forme. Donc si vous avez quelque chose qui est tout sur une seule ligne, il va le mettre de façon arborescente, bien indenté. Donc là, j'ai appliqué l'opérateur d'identité, point, donc qui permettent de mettre en forme. En plus, sur le terminal, ça nous fait la corrélation syntaxique, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc si vous avez un gros fichier JSON qui est super mal formaté, qui a été généré par une machine avec tantôt des soulignes, tantôt il n'y en a pas, tantôt des espaces, tantôt il n'y en a pas, vous utilisez l'opérateur point et ça va vous mettre bien en forme votre fichier. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez dire, par rapport à la racine, je veux sélectionner l'objet fruits. Là, il va me récupérer donc le tableau, uniquement le tableau. Vous voyez, donc là, ici, on a... Ça commence plus par fruits, mais il me récupère la valeur de fruits, donc il y a un tableau qui contient les 4 entrées. Et on peut aller beaucoup plus loin. On pourra dire, je veux récupérer l'entrée numéro 3, donc d'index 2, dans le tableau fruits. Hop, automatiquement, donc je fais jq.fruits crochet 2, il va me récupérer cette entrée. Et on pourra dire, tiens, je veux afficher le nom de l'entrée 2. fruits2.name. Ça, c'est cool. Mais je pourrais dire aussi, tiens, j'ai envie d'afficher l'entrée 1 et l'entrée 3 du tableau fruits. Et il m'affiche banana, pineapple. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Donc, c'est un outil bon, il y a pas mal d'opérateurs, il y a pas mal de fonctionnalités, mais c'est un outil qui est vraiment super pratique et très, 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 très utile. Donc, le dev breton, tu me dis du JSON Pass, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'équivalent d'XPath pour du JSON, ni plus ni moins, là pour le coup. Et franchement, donc c'est un outil qui est écrit en C, qui est très performant, qui permet vraiment de manipuler des très gros fichiers et qui a plein de fonctionnalités. Donc, je vous en parle là parce que j'ai eu à manipuler un gros fichier JSON il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais tiens, bon...
utiliser des expressions régulières, tout ça, etc., ça va un moment, mais je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai, il y a GQ, je vais utiliser ça pour extraire les données dont j'ai besoin, les manipuler et produire mon fichier de résultat. Et franchement, ça m'a rendu de fiers services parce qu'en quelques minutes, j'avais le résultat dont j'avais besoin. Et c'est vrai que c'est le petit utilitaire en ligne de commande qui paye pas de mine, mais qui rend vraiment de très, très, très gros services. Donc pour information, la version 1.7 est disponible sur le GitHub du projet et elle date du mois dernier globalement. Donc pensez-y, si jamais un de ces quatre vous avez besoin de manipuler du JSON et de filtrer des dates, des datas, des gros volumes de données, de reformater des choses, de produire des fichiers d'après plusieurs JSON, n'hésitez pas, pensez GQ. Et puis là, on va arriver au moment où je vais faire monter l'ami Thierry sur le stage. Alors Thierry, est-ce que tu es prêt, mon petit Thierry? On va le passer en live. Alors Toujours. attends, je vais te faire passer en live. Hop. Donc, on va voir si ça fonctionne. Est-ce que Thierry est là? Est-ce que moi en tout cas je te vois. Vas-y. Shazam. Voilà. Est-ce que vous, Moi aussi, je te auditeurs, vois, ça tombe bien. est-ce que vous, auditeurs, vous voyez et vous entendez Thierry? Oui, tout est bon. Ah, ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool. Par contre, alors attends, il y a un truc bizarre, c'est que tu devrais pas être dans un petit cercle. Mais bon, ça c'est moi qui ai dû merder. C'est moi qui ai dû merder. C'est C'est pas, parce que c'est d'habitude, je suis dans un cercle. voilà, ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, bah, écoute, bienvenue Thierry sur mon live. Et on n'a pas eu de bonne aldite encore. Donc ça, c'est quand même plutôt Ça va incroyable. être sport. Ça va être sport parce que j'entends le son de ton live et qui est décalé par rapport au truc guest star de l'autre côté. C'est Ah ouais? particulier. Ah, tu peux pas couper dans le navigateur le son de Je Guessar, je l'onglet? m'entends avec le décalage du. Non, non, mais Ah ouais. j'ai pas ta voix du côté guest star en fait. Donc je suis obligé de Ah t'écouter bah dans le oui, live. oui. Ok. Bon, ça c'est un truc à savoir. Moi en tout cas, je t'entends bien. Alors quelqu'un dit dans le live, bon, peut-être un petit poil de volume sur Thierry. Est-ce que tu peux augmenter un petit peu de ton volume éventuellement? Parce que moi Augmenter mon normalement, volume de mon côté? ouais. Ok. Parce que moi je suis à fond de mon côté là. Alors, toc toc toc. Hop. On va essayer de pas saturer. Est-ce que ça marche? Yes. Alors, est-ce que ça va mieux? Bah, écoute, moi en tout cas, moi je t'entends bien. Donc, bah écoute, si personne ne se plaint, bah Vous avez qu'à nous le dire. Si c'est pas suffisant, je peux exactement. monter encore un peu. Si c'est pas suffisant, on verra. Bon, bah écoute, bienvenue sur mon live, mon cher Thierry. Ça me fait plaisir de t'accueillir ici, puisque une fois tu m'avais accueilli sur ton live, rappelle-toi, il y a un petit moment déjà. Il y a assez longtemps C'est d'ailleurs. vrai. Et je crois que c'était même avant que je sois sur Twitch, je me demande. Et donc, j'avais émis effectivement cette idée d'inviter des gens sur mon live pour pouvoir justement un petit peu avoir des échanges différents, que ce soit dynamique et tout. Je voulais commencer par toi parce que je voudrais te remercier parce que si je suis sur Twitch, c'est grâce à toi. Voilà. C'est toi qui m'as inspiré pour devenir streamer Ah, à temps ça, partiel. Et donc, et comment je sais qu'on partage exactement un petit peu les mêmes, je veux bien être coupable de ce genre de truc. comme on partage un petit peu les mêmes sujets, et puis que juste derrière, tu enchaînes sur ton propre live. Donc, ça me semblait tout indiqué de commencer par toi en tant que guest star, via l'outil guest star, si c'est pas magnifique. Alors là, on va faire un petit essai. Attention. Alors, Non, j'y ai pas accès. Est-ce que côté fenêtre guest star, tu peux activer ton micro sans que ça te pollue? je n'en ai aucune idée. J'ai jamais testé ni en tant qu'invité, et c'est la première fois que je le teste en tant que hôte. C'est bon, on Sauf va si ça tester. te perturbe et que ça te fait une boucle de signal, mais Bah moi, pour l'instant, non. Mais moi, de toute façon, de mon côté, c'est coupé. Le son est coupé, a priori. je vois que tu es en mute côté Ah guest, ouais, en fait. ah ouais. J'ai désactivé le son exprès justement pour éviter le Larsen.
Et donc, je voulais commencer un premier sujet avec toi, un sujet qui nous réunit tous les deux, qui nous réunit tous. C'était de parler de la sortie imminente du Raspberry Pi 5. Et ouais, il a été annoncé la semaine dernière. Je vais l'afficher à gauche. Regarde ça comme c'est bien préparé. Ah là là. Donc, Oh là là, le mec qui a tout préparé. le mec, il a tout prévu. Et en plus, ça marche. Donc, le Raspberry Pi 5 qui était annoncé il y a quelques jours et donc qui devrait arriver fin octobre, d'après ce qu'ils disent. Je sais que la plupart des revendeurs comme Cubi, etc., ont déjà commencé les précommandes et ils sont déjà totalement dévalisés. Ils n'ont déjà plus rien en stock avant même d'en avoir. Et Ah bon, donc, il y a eu des précommandes? ouais. Paraît-il. Il paraît qu'il y en a du côté de Lyon qui ont précommandé des choses. Et donc, pour Ah, celles et on est ceux plusieurs, je crois. qui... Ouais, je crois bien, ouais. Moi, je me suis pas encore lancé dedans. J'attends un petit peu. Et donc, écoute, je vais te laisser peut-être nous dire, toi, ce que tu penses du Raspberry Pi 5, tel que tu as vu les choses. Qu'est-ce qui t'a séduit sur cette nouvelle mouture? Pourquoi tu as commandé? Voilà. Alors déjà, j'ai failli pas commander au départ, pour commencer, parce que j'ai vachement hésité. Ah ouais? Alors c'est super dur de s'entendre parler avec un décalage. On va essayer de faire comme ça. Hop. On fera des réglages pour... je t'inviterai et on essaiera de faire Ouais, d'autres réglages sur ma chaîne. exactement. Parce que là, c'est perturbant. Non, bah en fait, j'avais pas... pour la petite histoire, j'avais pas de Pi 4 en fait à la maison. Parce que ça avait fait une certaine déjà augmentation de prix depuis le Pi 3, donc ça m'avait fait vachement hésiter. Et ils avaient annoncé relativement vite le Pi 400. Oui, c'est vrai. Le Pi 400, tiens, qu'on peut Ouais. apercevoir vite fait, je Alors moi, je pense, n'ai là, pas de Pi tac. 4 et je n'ai pas de Pi Voilà. 400. Qui est la version... Je m'étais dit, je vais en acheter, puis je n'en ai pas voilà. acheté. Et en fait, tous les projets que j'avais n'avaient pas besoin en fait de cette puissance aussi. Donc, j'étais resté sur les Pi 3, j'en avais un certain nombre. Et pour beaucoup de projets, j'étais passé sur le Pi 0, la deuxième version, qui permet d'avoir... Je suis encore malade, je suis désolé, ça tousse encore un peu. Ah, j'ai eu pareil. Et du coup, bah voilà, j'avais un peu zappé le Pi 4 en lui-même. Et donc là, quand même, avec le Pi 5, l'amélioration des performances et des features, je me suis dit, il fallait quand même que j'y aille et que je regarde, surtout que j'ai attaqué un peu de la domotique à la maison, j'avais mis des années. Et c'est l'idée, c'est de voir si j'arrive à monter des projets un petit peu plus complets que de la simple domotique, c'est-à-dire avoir un peu des process qui tournent derrière, donc j'imagine avec un peu de patate. Notamment, j'ai de la synchro de fichiers que je veux mettre en place, des trucs comme ça. Ok. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'augmentation de performance sur le Pi 5. Alors aussi avec une augmentation de la consommation, évidemment. Qui dit augmentation de performance, dit augmentation de la consommation. Ah ouais, Et ça. c'est un vrai sujet, je pense, à voir. Est-ce qu'aujourd'hui ou est-ce que demain, le Pi 5 est encore une alternative, entre guillemets, économique en termes de consommation? C'est quelque chose qui est à voir. En tout cas, il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est qu'il y a nos amis de Foronix qui ont fait des benchmarks. Je vous partagerai le lien aussi. Je les ai partagés la semaine dernière déjà. Je les mettrai sur le replay. Il a fait donc tout un unboxing sur le Pi 5. Donc il a une préversion, on va dire, un premier batch. Et il a fait un certain nombre de tests de performance que je vais afficher directement ici. Je rappelle que Foronix est assez connu sur ces benchmarks qui peuvent être peut-être parfois un peu orientés, parfois pas. Bon, ça dépend où est-ce qu'on cherche son information, on va dire. Mais globalement, c'est quand même des tests, des benchmarks qui sont faits de façon relativement sérieuse, quelle que soit la plateforme. Et là, en l'occurrence, le Raspberry Pi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a mis en parallèle le Pi 4, le Pi 5 et l'Orange Pi 5. Et on voit au final, quelque part, que par rapport au Pi 4, effectivement, il y a une bonne augmentation, une augmentation significative des performances. Mais au final, comparé à l'Orange Pi 5, ça reste quand même globalement dans un mouchoir de poche. Toi, je ne sais pas si tu as un Orange Pi, toi, Thierry. Non, je suis toujours resté un peu à l'écart. J'avais essayé.
Alors le nom de la version, je ne sais plus, mais c'était ce qui correspondait à l'époque des Pi 2, donc ça doit être les premiers Orange. Mhm. Et je pense qu'au-delà de la performance que je viens chercher dans un Pi, c'est la fondation Raspberry. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un Et vrai. là, on est sur du logiciel, sur de la doc, sur... Enfin voilà, je pense qu'on est au-delà Et une fondation à but non de la lucratif aussi. pure performance d'une machine dans ce format. C'est ça. C'est vrai qu'on n'est pas du tout Et sur puis, la même chose. je vois, il y a une question qui parle de est-ce qu'on a besoin d'autant de perf sur une SBC? La réponse est clairement non. Ouais, effectivement, Par contre, ça c'est va, un du sujet. coup, Ouais. Mm. dans ma réflexion, ça va découper les usages en fait. Je vais avoir beaucoup plus ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire je vais avoir beaucoup plus de Pi 0 pour tous les petits projets type SBC en fait. Je suis désolé pour tous les blancs, mais des fois j'attends que Ah ouais, il y a un c'est léger vraiment décalage. perturbant. Il y a un petit décalage. Ouais. Et donc pour moi, les SBC côté Raspberry, c'est plutôt l'évolution des Pi 0 qu'il va falloir suivre. Aujourd'hui, les Pi 0 deuxième version ont déjà suffisamment de puissance pour la plupart des projets. Sont plus faciles à embarquer, sont plus faciles à monter dans, je sais pas, un robot, un assemblage que vous voulez faire. Par contre, côté Pi 5, j'avais pas particulièrement plongé dans tout ce qui était les NUC et les choses comme ça. Et pour moi, on est en train d'aller dans cette direction. Donc ça va être de l'application un peu plus costaud. Ça va être, je sais pas, peut-être je suis en train de réfléchir à embarquer ça quand tu pars, quand tu fais un workshop. Donc tu vas peut-être mettre des ressources à disposition facilement, c'est facile à transporter. Voilà, c'est peut-être plus là-dessus que je vais aller avec les Pi 5 à mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup de SBC augmentent nettement en performance ces derniers temps. Et c'est vrai que, bah tiens, Gouze le met d'ailleurs dans les commentaires, par exemple pour se faire des petits NAS. Où je vois, on connaît pas mal d'utilisateurs autour de nous qui les utilisent pour faire une petite base de données, que ce soit une base de données PostgreSQL, MySQL, ce genre de choses. Donc avoir des usages quand même un peu plus poussés que la simple bidouille hardware ou la simple petite domotique ou le simple petit gadget. Et comme tu le disais, par exemple, aller carrément en conf avec ton environnement, ton petit serveur intégré, avec ta base de données, ton serveur web, ton application en Node.js, que sais-je encore. Et je vais même dire, on peut aller au-delà parce que on peut même faire de la virtualisation. Alors bien sûr, pas du niveau de ce qu'on a encore, ce qu'on a aujourd'hui dans les machines type Intel x86-64 par exemple. Par exemple, tu parlais des NUC ou ce genre de choses. Mais on peut faire de la virtualisation parce que sachez qu'il y a une version par exemple de Proxmox, Proxmox Virtual Environment, qui a été portée sur ARM, donc qui reste expérimental. Mais qui continue son petit bonhomme de chemin. Et je suis assez persuadé qu'à un moment donné, quand par exemple Proxmox supportera officiellement les architectures ARM64 et proposera un outil de ce type directement sur leur plateforme en disant bah voilà, on a la version x86-64 mais on a aussi ARM64, d'avoir une version spécifique pour des boards de type Raspberry Pi 5, Orange Pi ou toutes les autres qui existent déjà. Donc je pense que c'est un vrai sujet. J'ai l'impression qu'effectivement c'est un peu l'avenir des SBC qui sont en train d'aller grignoter tout doucement les parts de marché du NUC, mais peut-être pas en ayant encore la puissance, mais en tout cas ça en prend le chemin je trouve. Alors Laurent, tu dis... Ouais, ouais, après, il y avait aussi tout le marché, moi, que j'aimais bien sur le côté, Vas-y, vas-y. le fait de pouvoir avoir une machine pas chère, qui permet quand même d'avoir un bon usage. Je connais des gens chez qui j'ai installé des Pi, ça leur sert de machine pour browser et tout. Un Pi 5, ça a du sens aussi avec l'augmentation de la consommation de ressources de certains sites. Ça peut être une évolution qui reste dans des tarifs raisonnables, quoi. Bah ouais. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'usages. Bon, tu parlais de domotique, là on parlait de serveurs, mais aussi des usages d'avoir, entre guillemets, des consoles ou des consoles rétro qui soient un peu plus performantes, en faire des petites machines de jeu. Je pense aussi c'est une architecture, des architectures à suivre peut-être pour le futur, ou peut-être que certains éditeurs à un moment donné proposeront, alors peut-être pas des jeux AAA comme on peut avoir sur les grosses consoles comme les Steam Deck ou ce genre de choses, mais d'avoir des choses qui sont un peu plus légères, mais avec des jeux qui envoient du bois pour tout ce qui est, pour tout ce qui est gamer. On voit que c'est un marché qui prend quand même depuis 2 ou 3 ans. Notamment avec l'avènement des pseudo-consoles rétro, où il y a eu quand même un engouement là-dessus, et j'ai l'impression que c'est un marché qui peut pas mal s'ouvrir sur le marché vidéoludique.
Alors, Mister Chavenet, tu dis on attend le Pi 500. Ouais, bah écoute, c'est possible qu'ils nous sortent le Pi 500. Vu la puissance que ça a maintenant, le Pi 400, je crois qu'il avait quand même pas trop mal marché. Mais le Pi 500, ouais, ça pourrait être une Ouais, suite ouais, ouais. logique. Ils en ont pas mal Ouais, vendu, ils en ont pas mal ça a bien vendu, ouais. fonctionné, ouais. Mm. Donc, voilà. Et donc, tout à l'heure, tu disais, Mister Chavenet, c'est un gros problème la consommation sur le Pi. Si tu n'as pas la bonne alimentation, le bon branchement, ça déconne. Oui, bah ça, c'est clair. Hein, comme tout système électronique, beaucoup de gens qui se disent, ah, j'achète une USB-C pas chère, puis bon, l'alimentation, ça sert à rien, je vais mettre le moins cher possible. Acheter une bonne alimentation, acheter un bon adaptateur USB-C ou autre, une bonne alimentation pour tout ce qui est électronique. Ça, c'est pas Thierry qui me contredira, c'est la base. Il faut avoir une très bonne alimentation, ça évite plein de problèmes. Mais c'est vrai qu'on est passé d'une période où on pouvait récupérer un chargeur de téléphone ou autre, Ouais. on pouvait faire tourner le Pi avec, et ça c'est fini, bah, déjà depuis le Pi 4, hein. Oui. Déjà, le Pi 3, c'était limite. Mais depuis le Pi 4, c'est clair que si tu n'as pas une Oui. alimentation dédiée un petit peu robuste, c'est clair que tu risques d'avoir des soucis. Voilà, bah écoute, bah Ouais, merci on est pour... sur du 27 watts, ouais, la lime officielle, là, maintenant. ouais. Bah merci pour ce petit sujet. Et tu me disais tout à l'heure, tu voulais parler d'un autre sujet. Alors, un petit sujet peut-être trollesque. Je ne sais pas, je te laisse la primeur Ouais, mais je sais pas si de je me lance l'annoncer. derrière à 13 h ou pas. C'est toi qui Et dis. là, je t'entends pas assez en direct pour qu'on puisse échanger, là. C'est compliqué d'avoir un échange vraiment, là. J'ai presque 12 secondes, là. Ah oui, quand même. Bah écoute, si tu veux, on peut basculer sur ton live et comme ça tu nous parleras de ton sujet. Comme ça, qu'est-ce que tu en dis? Oui, on peut faire ça derrière. Allez, bon, Ouais, ouais, je peux balancer ça derrière. on va faire ça. Finis Bon, ce que tu voulais, ce que tu avais prévu, et ça on peut marche. enchaîner. Bah écoute, moi j'avais fait le tour des sujets. Donc comme il est déjà 13 h et donc il est l'heure, mon seigneur, on va aller basculer chez toi. Donc je vais te laisser te déconnecter et puis préparer ton live et puis on va aller basculer chez toi, tranquillement. Ça marche. Ok, à tout de suite. Bon, bah merci à l'ami Thierry. C'était une première. Alors désolé pour le petit décalage qu'il a pu avoir effectivement, vu que il envoie son flux vers la plateforme de Twitch me le renvoie, puis lui il reçoit en différé mon live dans les oreilles. Ça génère un petit peu de délai. Je vais voir comment on peut corriger ça pour les prochaines fois. En tout cas, bizarrement, ça a bien marché du premier coup, je trouve. Bah écoutez, le temps que Thierry se prépare, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je vais juste terminer donc sur le Pi 5. J'ai pas encore fait de précommande. Je vais attendre effectivement que les premiers batchs arrivent parce que bon, j'ai pas un usage forcément. J'en ai pas forcément besoin tout de suite. Je vais attendre que les premiers batchs arrivent et puis de voir un peu les premiers usages et les premiers retours des gens sur le marché. Et puis, je pense que j'en achèterai un histoire de tester. Et effectivement, pour des petits projets, comme on évoquait, pour faire un petit NAS, pour faire ou des petites plateformes, notamment, je pense effectivement pour les confs, avoir son petit serveur embarqué pour pouvoir faire ses démos, ça c'est vraiment assez cool. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour pour cette semaine. Donc c'était un live un petit peu différent de d'habitude. J'espère que vous avez apprécié. Moi, dans ma banette, j'ai d'autres invités que j'ai envie de faire venir sur ce live. Des invités très différents, très variés. Certains que vous connaissez, d'autres peut-être pas. Il y a quelques personnes que j'ai vraiment envie de mettre en lumière, avec qui j'ai envie de discuter un peu plus sur un format discussion ouverte, un peu plus ouvertement sur ce live, sur différents sujets, des sujets d'actualité, des sujets de tech et toutes les choses qu'on peut avoir en tête. Donc je vous tiendrai au courant des prochains invités. En tout cas, ça ne sera pas la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir faire de stream, peut-être pas la semaine d'après. Alors peut-être que je verrai si je peux décaler sur un autre jour, je vous tiendrai au courant. En tout cas, lundi prochain, normalement, il n'y a pas de stream. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être passé sur ce live. J'espère que vous avez apprécié la session. On va partir tout de suite chez l'ami Thierry qui nous attend avec un plaisir non dissimulé. Et donc, je vais lancer le raid comme d'habitude. Allez, /raid, Titi Ah, j'ai pas mis le bon identifiant. /raid
Titi Mobi. Voilà, ça va être plus. Voilà, le raid est créé. Donc, on va pouvoir y aller tranquillement. Moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Soyez sages. On se retrouve donc pas la semaine prochaine, mais je vous tiendrai au courant, voir si je décale peut-être sur un autre jour. Je vous dis à plus. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on part chez l'ami Thierry. Allez, ciao, ciao!